Il y a 80 ans, cet événement a complètement pris le monde par surprise, a inauguré l'ère atomique et a littéralement rayé presque toute une ville de la carte. Il s'agit du célèbre bombardement atomique d'Hiroshima, au Japon, un événement qui a marqué le début de la dernière phase, littéralement la dernière phase de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous allons découvrir, minute par minute, comment tout cela s'est passé. Alors, restez avec nous pour le découvrir, avec la salle de guerre. Je vais commencer par vous parler de notre mission Atome 2025 qui va marquer les 80 ans du projet Manhattan. Nous partons en octobre et commençons par le Smithsonian Air and Space à Washington, où vous verrez de près le B-29. Enola Gay, protagoniste des événements d'aujourd'hui. Ensuite, je t'emmène au Nouveau-Mexique pour une balade. Eh bien, nous avons déjà une vidéo très complète, de plus de 2 heures, sur cet événement ici, détaillant tous ses aspects. Voici le célèbre test Trinity, ou essai Trinity, la première explosion atomique de l'histoire. Ceci a eu lieu le 16 juillet 1945, et en plus de cet événement ici, le 16 juillet 1945 a aussi été très important, car c'était le premier jour de la conférence de Potsdam, là-bas en Allemagne, où le président Harry Truman voulait arriver avec tous les atouts en main. Et justement parler face à Staline avec une bombe atomique dans son arsenal. De plus, le 16 juillet, il y a aussi eu l'embarquement en Californie à bord du croiseur lourd USS Indianapolis, de la bombe atomique à l'uranium-235, la fameuse Little Boy qui serait larguée sur Hiroshima. Tous ces événements ont eu lieu en même temps, dans ce sens, le 16 juillet 1945. Seulement 4 jours après cela, le 20 juillet 1945, le groupe composite 509, la seule unité atomique de la planète, qui se trouvait déjà à Tinian, dans les îles Mariannes, a commencé à effectuer des missions au-dessus du Japon. Ces missions transportaient des bombes Pumpkin ou bombes factices, ayant la même forme, le même poids et toutes les mêmes caractéristiques que les bombes Little Boy et Fat Man. 3 jours plus tard, le 23 juillet, le département de la guerre envoie au président Truman la liste finale des cibles approuvées pour les largages de bombes atomiques. Le président approuve donc ces cibles et le 25 juillet, le chef d'état-major de l'armée donne le feu vert, approuvant la réalisation des missions. Un jour plus tard, le 26 juillet à Potsdam, en Allemagne, la conférence entre les 3 grands se termine par la déclaration de Potsdam. Cette déclaration impose au Japon une reddition immédiate et inconditionnelle, sous peine d'en assumer les conséquences. L'oblitération totale. À aucun moment le terme bombe atomique n'est utilisé, mais on emploie le terme oblitération totale. Justement pour que les Japonais soient bien conscients que leur avenir, s'ils ne se rendent pas, serait très sombre, qu'elle n'a rien présenté de nouveau. Et ce même jour, il quitte les États-Unis à bord d'un avion C-54, le quadrimoteur de transport. L'une de ces petites boîtes ici, sur cette image, cette boîte, la fameuse boîte de magnésium, contient les 2 hémisphères de plutonium-239, qui vont former l'ogive de la bombe Fat Man de Nagasaki. À bord du même avion se trouvent aussi 6 anneaux d'uranium enrichis pour l'ogive de Little Boy, ainsi qu'une photo. Alors celle-ci nous fait réfléchir à quel point une si petite boîte peut avoir le pouvoir de détruire toute une ville. Le physicien Harold Agnew, membre des projets Manhattan et Alberta, tient la petite boîte. Les scientifiques sont allés dans le Pacifique, aux Mariannes, pour assembler les bombes atomiques. Plus tard, il a dirigé le laboratoire de Los Alamos. Cette image en particulier me fait beaucoup réfléchir au pouvoir de la Big Science, une science qui est un type de science associée aux intérêts de l'État, créée aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. 2 jours plus tard, le 31 juillet 1945, Little Boy, la première des 2 bombes atomiques, est prête là-bas à Tinian, déjà complètement assemblée, attendant seulement d'être embarquée dans l'avion, puisque le Japon avait rejeté la déclaration de Potsdam.
Avec la première bombe atomique déjà prête à être lancée, la mission avait déjà le feu vert pour avoir lieu. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Le 1er août, une urgence météorologique au-dessus du Japon. Un typhon s'est approché du pays et a fini par suspendre toutes les opérations aériennes autour de l'archipel japonais pendant plusieurs jours. Ainsi, les Américains aux Mariannes ne pouvaient qu'attendre. Cette photo montre cela, non ? 4 militaires américains assis. Qui sont-ils ? Ici. D'abord, il y a l'amiral Pernell, représentant du Pentagone pour les bombes atomiques, et le général Thomas Farrell, ex-vice-commandant du général Groves. Il était le vice-directeur militaire du projet Manhattan, ici le colonel Paul Tibbets, commandant du groupe 509, et ici le capitaine de la marine. Dick Parsons, qui avait été le chef de la division des armements du projet Manhattan. Et étant le principal représentant responsable de la création des armes qui transporteraient les ogives atomiques, Parsons décida de monter à bord du premier avion qui larguerait une bombe atomique, pour être lui-même le weaponeer ou l'armurier du premier dispositif atomique. Pour éviter tout problème, les deux discutent avec Lemay des derniers préparatifs pour la première mission atomique et Tibbets. Il demande alors à Lemay quelle ville de la liste des cibles sera attaquée en premier, et Lemay confirme que ce sera Hiroshima. Lemay se tourne alors vers Thomas Ferby, le bombardier de la première mission atomique, et lui demande « Dans cette ville, quelle sera ta cible ? Quel repère Ferby utiliserait-il pour larguer la bombe ?» Alors il s'approche d'une grande carte d'Hiroshima accrochée au mur et pointe du doigt un pont en forme de T. En plein centre de la ville, c'est le pont Aioi. Le choix de Ferby-Lemay confirme aussitôt la situation. Le 5 août au matin, le typhon avait déjà disparu au-dessus des îles japonaises. Paul Tibbets ordonne alors que l'avion numéro 82 de son groupe soit baptisé Enola Gay. C'était un hommage direct à sa mère, Enola Gay Tibbets, pour qui Paul Tibbets avait beaucoup d'affection. Sa mère l'a toujours encouragé à devenir pilote, n'est-ce pas ? Elle payait ses heures de vol, c'est pourquoi il ressentait une profonde gratitude envers sa mère. Mais celui qui n'a pas du tout apprécié cela, c'était le commandant de l'appareil, le capitaine Robert Lewis, qui a été complètement pris au dépourvu lorsqu'il a vu son avion affiché en grandes lettres avec le nom de la mère du colonel. En plus de rebaptiser l'appareil, Paul Tibbets a également pris la décision de le piloter lors de cette mission, puisqu'il était le commandant du groupe et n'avait pas d'avion à lui. Donc ce que Tibbets a fait, c'est retirer le copilote d'origine de l'équipage et placer son commandant, Robert Lewis, dont je vous ai parlé ici, à la place de copilote, avec Tibbets et Lewis sur la photo. Ici, il y a aussi Dutch Van Kirk, le navigateur de l'Enola Gay, ainsi que Thomas Ferby, le bombardier, l'homme qui a littéralement appuyé sur le bouton qui a largué la bombe atomique sur Hiroshima. Plus j'étudie le projet Manhattan et aussi les bombardements atomiques, plus je me rends compte du nombre d'étapes minutieuses que les Américains ont prises pour l'exécution de ce type de mission. Parce que là, vraiment, tout était très nouveau et il était très difficile de découvrir ce qui pourrait réellement provoquer une défaillance catastrophique. Alors, on a beaucoup réfléchi à la sécurité pour diminuer l'intensité des dégâts que n'importe quel type de problème pourrait causer. À minuit, le 6 août 1945, Paul Tibbets a alors réuni ses équipages. Oui, car la mission ne comptait pas que l'Enola Gay, mais aussi 3 autres B-29 météorologiques. Chacun d'eux devait survoler l'une des 3 villes désignées comme cibles, la première étant Hiroshima, la deuxième Kokura et la troisième Nagasaki. Et il y avait aussi 2 autres B qui voleraient avec l'Enola Gay. Un B-29 équipé d'instruments scientifiques, un autre de caméras photographiques et un 7e B-29 participeraient aussi à la mission. Cet avion servirait de réserve pour celui transportant la bombe atomique, restant stationné sur l'île d'Iwo Jima à mi-chemin du Japon. Et il ne serait utilisé que si l'avion transportant la bombe, l'Enola Gay, rencontrait un problème mécanique. À 1h37 du matin, les 3 B-29 chargés de la météo, dont le Straight Flush qui survolerait Hiroshima, le Jabit Thrice qui survolerait Kokura et le Full House qui survolerait Nagasaki, ont décollé en direction de ces villes pour effectuer le rapport météorologique.
Quelques minutes plus tard, à 1h51 du matin, le B-29 Big Stink a décollé en direction d'Iwo Jima. Cet avion est celui dont je vous ai parlé, prévu pour remplacer l'Enola en cas de problème technique avec le premier. À 2h, Paul Tibbets et l'équipage de l'Enola Gay prennent une dernière photo devant le fuselage. Quelques minutes plus tard, alors que tous sont dans la cabine, les moteurs de l'Enola Gay démarrent. L'avion se dirige vers le début de la piste nord de Tinian. Alors, à 2h45 du matin ce jour-là, Paul Tibbets met les 4 moteurs à pleine puissance. Et l'Enola Gay, très surchargé, va utiliser toute la longueur de la piste nord de Tinian. Et il va décoller tout au bout de celle-ci. 2 minutes plus tard, The Great Artist et Necessary Evil décollent, les 2 avions qui vont accompagner l'Enola Gay à minuit. Dick Parsons donne une tape sur l'épaule de Paul Tibbets et lui fait signe qu'il va y aller. Pour commencer à armer la Little Boy dans la soute à bombe, accompagné de l'officier d'électronique Maurice Jepson, Parsons entre alors dans le compartiment à bombe et insère la poudre ainsi que les détonateurs dans la Little Boy. Dès lors, tous les éléments du mécanisme de déclenchement sont déjà dans la bombe, et elle n'a que les bouchons de sécurité insérés, empêchant toute détonation accidentelle. À 6h du matin ce jour-là, volant à 3000 mètres d'altitude, c'est-à-dire sans besoin de pressurisation, les 3 B-29 survolent l'île A d'Iwo Jima. Alors, le Big Stink, qui est là sur la piste, sait qu'il n'aura pas besoin d'agir ce jour-là. À 7h15 du matin, déjà beaucoup plus près du Japon, Maurice Jepson retourne dans le compartiment à bombe et retire les bouchons de sécurité, insérant les bouchons d'armement dans les bombes. Alors, à partir de ce moment-là, la Little Boy est active et prête à être utilisée. 15 minutes plus tard, à 7h30 du matin, encore plus près, Tibbets annonce finalement à l'équipage par radio qu'il transporte une bombe atomique. C'est pour illustrer le secret entourant les opérations. À l'intérieur de l'avion, seulement 4 ou 5 hommes connaissaient la véritable nature de l'arme, les autres l'ignoraient complètement. C'est à partir de ce moment-là que Tibbets pressurise également l'avion et monte à 10 000 mètres. Et à partir de ce moment-là, tout le monde met ses lunettes de protection sur le front et enfile aussi ses gilets par éclat. À 08h09, 3 avions météorologiques survolent les 3 villes cibles. À 08h24, l'avion au-dessus d'Hiroshima. Le Straight Flush envoie par radio au Enola Gay le message suivant « Temps clair ». Avec seulement 3 dixièmes de nuages à tout niveau, nous recommandons toujours la cible principale au Enola Gay. Paul Tibbets confirme « Allons à Hiroshima ». Et là, son opérateur radio envoie un message à l'officier de sécurité de l'unité qui se trouve à Wojima simplement avec le mot « primaire ». À 09h05, Dutch Van Kirk informe l'équipage qu'il reste 10 minutes avant d'atteindre la cible. Alors, en regardant dehors à travers le nez vitré de l'Enola Gay, l'équipage aperçoit Hiroshima pour la première fois, là-bas, à l'horizon. À ce moment-là, ils volent à 9440 mètres d'altitude, à 320 km/h et voient la ville avec une clarté totale, sans aucun obstacle visuel, sur leur trajectoire. En bas, la population vit une matinée normale. Les étudiants travaillent dans l'industrie de l'armement et les étudiantes aident à démolir quelques maisons pour ouvrir les célèbres couloirs de feu qui aident à contenir les incendies causés par les bombardements incendiaires que le Japon subissait constamment. À minuit, Paul Tibbets remet le contrôle de l'appareil à son bombardier Thomas Ferby. Ferby prend alors le contrôle de l'appareil, le pilotant à travers le viseur de bombardement Norden. C'est un dispositif complexe. Pour plus de détails, regardez notre vidéo sur la mafia des bombardiers. Après avoir terminé, tandis que tous mettent leurs lunettes, Ferby garde l'œil sur le viseur de bombardement Norden. Et à travers celui-ci, il voit apparaître devant lui le pont en forme de T, le pont Ioi. À partir de ce moment-là, il appuie sur le bouton, ce qui lance la séquence de 60 secondes pour le largage automatique de la bombe atomique. Il est important de souligner que tous les horaires que j'utilise sont ceux des Mariannes, et que l'heure locale d'Hiroshima, l'heure japonaise, était une heure de moins. Donc nous parlons de 8 heures, 14 minutes et 17 secondes de ce matin-là.
Et bien que le minuteur ait été réglé sur 60 secondes, la bombe atomique est larguée à 9 heures, 15 minutes et 15 secondes de ce matin-là. Et soulagé de ce poids, l'Enola Gay bondit immédiatement vers le haut, de 10 mètres dans les airs. Ferby parvient encore à observer la bombe qui vacille fortement dans les airs avant de se stabiliser et de descendre, suivant une trajectoire assez rectiligne. Immédiatement, Paul Tibbets effectue un virage très serré, de 155 degrés vers le bas et la droite, éloignant l'Enola Gay de la ville et l'emmenant loin de la cible. La bombe poursuit sa trajectoire de chute jusqu'à ce que, 44 secondes plus tard, elle atteigne une altitude de 600 mètres par rapport au sol. Et automatiquement, son dispositif est déclenché, entraînant la détonation à 9 heures, 16 minutes et 2 secondes ce matin-là. Ainsi, la Little Boy explose au-dessus d'Hiroshima. La détonation s'est produite au-dessus d'une clinique à 200 mètres de la cible initiale, provoquant aussitôt une lumière des dizaines de fois plus éclatante que le Soleil. Le rayonnement de neutrons et les rayons gamma ont tout touché, y compris les êtres vivants, et ont causé la plupart des dommages à la santé de milliers de personnes, même des décennies après l'événement. La lumière et les quelques 260 000 degrés Celsius durant la première fraction de seconde après la détonation ont été responsables de la vaporisation, littéralement transformer en vapeur toutes les personnes. Près de l'explosion, des ombres sont apparues au sol et restent visibles aujourd'hui. À cette intensité lumineuse a succédé l'immense boule de feu qui a consumé tout le centre d'Hiroshima. Et, environ une seconde après la détonation, cette boule de feu a atteint son diamètre maximal, de 274 mètres son. L'onde de choc résultant de l'explosion atteint 11 500 km/h, balayant toute Hiroshima de la surface de la Terre. Peu après avoir atteint sa taille maximale, la boule de feu commence à se contracter et la température est réduite à 2177 degrés Celsius. C'est alors que se forme le célèbre nuage en forme de champignon. Des instruments pour mesurer la pression atmosphérique, qui ont été largués depuis le B-29 d'instrumentation scientifique, ont enregistré que l'explosion au-dessus d'Hiroshima équivalait à 15 kilotonnes. Déjà à 18 km de la cible, Enola Gay est frappé par 3 ondes de choc successives, qui secouent tout l'appareil, mais ne causent pas de gros dégâts à sa structure. Paul Tibbets a rapporté plus tard que, pendant que l'avion était frappé par les ondes de choc, il a ressenti un goût étrange dans la bouche, un goût métallique, comme lorsque l'on touche sa langue avec une cuillère en métal. À ce moment, seul Bob Caron, mitrailleur arrière de l'Enola, faisait face à l'explosion. Gay, seul homme dans l'avion à avoir vu la détonation et le champignon se former. Ensuite, lorsque les choses se sont stabilisées, Paul Tibbets a fait encore un demi-tour avec l'appareil et a survolé Hiroshima 3 fois pour pouvoir évaluer les dégâts de l'explosion. À la fin du 3e tour, il a dirigé l'avion vers les Mariannes. Ce n'est qu'à 600 km d'Hiroshima. À ce moment, Bob Caron, installé au poste du mitrailleur arrière, a indiqué qu'il ne voyait plus le nuage en forme de champignon. À 10h55 du matin, les Américains ont intercepté un message japonais provenant de la région d'Hiroshima, disant que les Américains avaient testé sur la ville un nouveau type d'arme, qu'ils n'en connaissaient pas la nature, mais qu'elle pouvait être faite de magnésium, en raison de l'éclat très intense qui a résulté de l'explosion. Et, à 11h du matin, un autre message, cette fois du ministère de l'Armée. Il disait que les Américains avaient testé la nouvelle arme, qu'ils s'attendaient déjà à ce qu'elle soit testée, mais ils n'ont jamais été clairs sur la nature de cette arme. Et, à 14h58, cet après-midi du 6 août 1945, l'Enola Gay a atterri de nouveau sur l'île de Tinian, dans les îles Mariannes, après 12 heures et 13 minutes de vol. Paul Tibbets et son équipage ont été accueillis par le général Curtis LeMay, commandant de la 20e force aérienne, et le général Carl Spaatz, commandant des forces aériennes du Pacifique. Paul Tibbets a reçu la Distinguished Service Cross, deuxième plus haute distinction américaine, pour bravoure au combat. Dès qu'il est descendu de l'appareil, la mission d'Hiroshima s'est déroulée exactement comme prévu. Rien n'a dévié du plan de Tibbets et l'arme a fonctionné comme elle le devait. Mais la réponse des Japonais est restée un silence complet. La demande de reddition attendue n'a pas eu lieu.
Alors, une fois de plus, le feu vert a été donné pour une seconde mission atomique qui aurait lieu maintenant, 3 jours plus tard. Contrairement à la première mission exemplaire, le bombardement de Nagasaki a rencontré de nombreuses difficultés. Mais ça, vous le découvrirez dans notre prochaine vidéo. Vous avez aimé cette histoire? Alors, que diriez-vous de nous rejoindre pour la mission Atome? Encore une fois, je mets ici le lien à cliquer et le QR code à scanner. Si vous voulez avoir cette opportunité unique à l'occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, des 80 ans des bombardements atomiques, d'être présent sur le lieu où la première explosion atomique a eu lieu. Découvrir de près le B-29 Enola Gay et faire un vol, mec. Faire un vol à bord du Boeing B-29, ne rate pas ça. Viens avec nous. Cliquez ici pour participer à la mission Atome 2025. Je t'attends là-bas maintenant, dis-moi. Est-ce que tu connaissais déjà la mission de bombardement d'Hiroshima? Dans ces détails, raconte-nous ici dans les commentaires. Comme toujours, si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis, mais mets aussi un pouce bleu pour nous. Et n'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien rater. Je vais m'arrêter ici. Merci encore pour ton écoute et une grosse accolade de la salle de guerre.